Le 1600 Pennsylvania Avenue, une adresse qui résonne à travers le monde. La Maison Blanche, sa façade néoclassique, ses colonnades iconiques, ses jardins impeccablement entretenus. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres de la planète. Plus de 2 siècles d'histoire américaine se sont joués entre ces murs. Mais avant de devenir ce symbole immaculé de la démocratie, avant d'abriter les présidents, ce lieu n'était qu'un vaste chantier. Un édifice s'élevant péniblement des terres marécageuses bordant la rivière Potomac. Les travaux durèrent des années. La main-d'œuvre provenait de multiples horizons, des hommes libres, mais aussi des hommes asservis. Ceci est l'histoire de sa construction. Une saga faite de compromis politiques qui scellèrent son emplacement. D'un concours d'architecture qui choisit son dessin. L'histoire d'un architecte irlandais qui en traça les plans. Celle des artisans et des ouvriers, certains rémunérés, d'autres esclaves, qui donnèrent vie à ces plans, pierre après pierre. Une histoire marquée par le feu qui faillit l'anéantir et la reconstruction qui lui donna le visage que nous lui connaissons. L'histoire de cet édifice est complexe. Il fut érigé à une époque où l'esclavage était légal dans une grande partie des États-Unis. La réalité de sa construction par des hommes asservis fait partie intégrante de ce récit. Un fait historique qui ne doit être ni ignoré ni instrumentalisé, mais simplement compris. La Maison Blanche a pris forme entre 1792 et 1800, avant d'être largement reconstruite après 1814. Pour saisir la nature de ce bâtiment, il faut d'abord saisir la nature de la jeune nation qui l'a commandité. Ses ambitions, ses contraintes et ses contradictions ont façonné la résidence qui allait en devenir le cœur. Tout commence par la décision qui rendit tout le reste possible, le choix de l'emplacement de la nouvelle capitale fédérale. Un choix qui allait porter la capitale au cœur d'un marécage. Lorsque la Constitution américaine fut ratifiée en 1788, le nouveau gouvernement fédéral ne disposait d'aucun siège permanent. Le Congrès avait siégé dans plusieurs villes, Philadelphie, New York, Princeton, Annapolis. La question d'une capitale fixe devint rapidement un enjeu politique majeur. Le compromis de 1790 vint résoudre l'impasse. D'un côté, Alexander Hamilton cherchait désespérément des votes du Sud pour faire adopter son plan financier qui impliquait que le gouvernement fédéral assume les dettes des États issus de la guerre d'indépendance. De l'autre, Thomas Jefferson et James Madison exigeaient que la capitale soit située dans le Sud, loin de l'influence des grandes métropoles du Nord comme Philadelphie ou New York. L'accord fut, dit-on, d'une simplicité redoutable. Hamilton obtint son plan financier. Jefferson et Madison obtinrent leur capitale méridionale. Le site serait implanté le long du Potomac, sur des terres cédées par le Maryland et la Virginie. Le président George Washington fut personnellement investi de l'autorité de choisir l'emplacement exact. Il opta pour une zone incluant les localités existantes de Georgetown et d'Alexandria. Un choix qui, à bien des égards, n'était pas idéal. Une grande partie du terrain était marécageuse, le relief accidenté. Les étés y étaient réputés torrides et suffocants, et le Potomac sujet aux crues. Mais l'emplacement présentait des avantages politiques qui l'emportaient sur les contingences pratiques. Le site du Potomac plaçait la capitale à la charnière exacte du Nord et du Sud, un compromis géographique destiné à équilibrer les intérêts régionaux. Il se trouvait également à proximité de la résidence privée de Washington à Mount Vernon. Le président connaissait intimement la région et croyait en son potentiel, malgré les défis du terrain. Le Residence Act de 1790 autorisa la création d'un district fédéral n'excédant pas 10 miles carrés. Washington en fixa les limites pour y inclure Georgetown, qui était déjà une ville portuaire établie. Le district fédéral serait taillé dans les terres que le Maryland et la Virginie céderaient au gouvernement. Pour dessiner la nouvelle cité, on fit appel à Pierre-Charles L'Enfant, un ingénieur d'origine française ayant servi dans l'armée continentale durant la Révolution. Son plan était d'une ambition folle. De larges avenues, des esplanades grandioses, des perspectives visuelles méticuleusement calculées, un urbanisme inspiré des grandes capitales européennes, Paris en tête, mais adapté aux idéaux républicains du Nouveau Monde. Le plan de L'Enfant plaçait la résidence présidentielle et le Capitole comme les 2 ancres structurelles de la ville. La maison du président siégerait sur un terrain surélevé offrant une vue imprenable sur le Potomac. Un emplacement qui combinait avantages pratiques et puissance symbolique.
La résidence serait visible sans être écrasante, grandiose sans être monarchique. Le site exact fut, dit-on, choisi par Washington lui-même. Le sol y était plus élevé que les environs, garantissant un meilleur drainage et une vue dégagée. La maison se trouvait à une distance respectueuse du Capitole, auquel elle serait reliée par l'avenue de Pennsylvanie, l'axe cérémoniel imaginé par l'enfant. Mais le site n'était pas sans défi. Le terrain exigeait une préparation colossale. Le drainage était un problème majeur et certaines zones devaient être entièrement nivelées. Et si le lieu était surélevé, il restait au cœur d'une région aux étés pénibles et aux hivers rigoureux. Y bâtir quoi que ce soit de substantiel exigerait des efforts et des ressources considérables. La décision de construire la capitale au milieu de nulle part, plutôt que dans une ville établie, reflétait à la fois l'idéalisme et le compromis. La jeune nation voulait une capitale qui ne soit dominée par aucun intérêt commercial ou social préexistant. Une ville créée ex nihilo pourrait incarner les principes républicains dans son tracé même. Mais bâtir à partir de rien signifiait aussi créer des infrastructures là où il n'y avait rien. Routes, ponts, systèmes d'adduction d'eau, tout était à construire. Il fallait recruter ou transporter des ouvriers, trouver et acheminer les matériaux. Les défis étaient immenses pour un gouvernement fédéral aux ressources encore limitées. Le calendrier, lui, était serré. Le gouvernement devait s'installer dans la nouvelle capitale en 1800. Cela laissait à peine 10 ans pour concevoir et ériger les bâtiments essentiels. Pour un édifice public de l'envergure de la maison du président, le délai était extraordinairement court. Washington, bien que conscient des obstacles, resta fidèle à son choix du Potomac. Il travailla en étroite collaboration avec les commissaires nommés pour superviser le développement du district. Le site était choisi. Le plan était approuvé. L'étape suivante était de décider à quoi ressemblerait la future maison du président. En 1792, les commissaires annoncèrent un concours d'architecture. L'appel fut publié dans les journaux, invitant les architectes à soumettre leurs dessins. Le lauréat recevrait $500 ou une médaille de valeur équivalente, une récompense substantielle pour l'époque. Le cahier des charges fixait certaines exigences. La maison devait accueillir à la fois la résidence privée du président et ses fonctions officielles. Elle devait être suffisamment imposante pour représenter la dignité de la nation, mais pas au point de suggérer la monarchie. L'édifice devait être en briques ou en pierre pour la durabilité et la résistance au feu. Ces instructions laissaient une marge d'interprétation considérable. Quelle taille? Quel style architectural conviendrait à une république? Comment équilibrer le privé et le public? Il revenait aux architectes de répondre à ces questions par leurs projets. Plusieurs propositions furent soumises, bien que leur nombre exact reste incertain. La plupart n'ont pas survécu. Ce que l'on sait, c'est que les projets différaient radicalement en termes d'échelle, de style et d'ambition. Certains étaient modestes, d'autres proposaient des structures quasi palatiales, peu adaptées à l'éthique républicaine. Thomas Jefferson lui-même soumit un projet anonymement. Fervent amateur d'architecture, il avait des opinions très arrêtées. Son dessin s'inspirait des précédents romains classiques, en particulier de la Villa Rotonda de Palladio, avec un dôme central et des éléments classiques d'une grande sobriété. Le projet de Jefferson privilégiait la simplicité républicaine à la grandeur ostentatoire. La proposition de Jefferson, soumise anonymement, ne fut pas retenue. Les raisons exactes demeurent obscures, mais le projet fut peut-être jugé trop modeste, ou au contraire, trop manifestement inspiré des modèles européens. Les goûts architecturaux de Jefferson, bien qu'influents par la suite, ne remportèrent pas ce concours. D'autres propositions furent également écartées. Certaines dessinaient des structures si élaborées, si riches en ornementation, qu'elles rivalisaient avec les palais d'Europe. Elles furent jugées trop monarchiques, trop coûteuses, ou tout simplement irréalisables dans les délais impartis. Le projet victorieux fut celui de James Hoban, un architecte d'origine irlandaise établi à Charleston, en Caroline du Sud. Sa proposition semblait incarner l'équilibre exact que recherchèrent les commissaires. Le dessin était substantiel, sans être écrasant. Il puisait dans les précédents classiques, mais les adaptait au contexte américain. Il permettait d'accommoder à la fois la résidence privée et les fonctions publiques. Le plan de Hoban présentait une structure rectangulaire avec un corps central et 2 ailes en saillie. Le style était géorgien, une approche néoclassique sobre, familière en Grande-Bretagne comme en Amérique. La façade se distinguait par ses fenêtres uniformément espacées, ses proportions classiques et une ornementation relativement simple. Le dessin suggérait la dignité et la permanence,
sans aucune prétention monarchique. Le processus de sélection impliqua à la fois les commissaires et le président Washington. Les préférences de Washington eurent une influence décisive. Il suivait activement le développement de la capitale et son approbation du plan de Hoban fut essentielle. Ce concours révéla les tensions d'une jeune nation. Que devait représenter la maison du président? Trop modeste, elle affaiblirait la dignité de la nation. Trop grandiose, elle laisserait planer le spectre de la monarchie. Le dessein choisi tentait de naviguer entre ces deux écueils. Le projet de Hoban allait guider la construction, même si des modifications surviendraient en cours de route. La forme de base, les proportions, le caractère général, tout provenait de sa proposition. La sélection avait déterminé ce qui allait s'élever sur les rives du Potomac. Elle avait aussi établi un principe. L'architecture publique américaine puiserait largement dans les précédents européens, tout en s'efforçant de les adapter aux principes républicains. La maison du président aurait une allure classique, rappel de l'ordre et de la Rome antique, mais elle serait américaine dans son expression et son évitement soigneux de la grandeur royale. James Hoban était né en Irlande vers 1758. Il s'était formé comme architecte et bâtisseur à Dublin, en plein essor néoclassique. Sa formation l'exposa au style géorgien, qui dominait alors l'architecture britannique et irlandaise. Après la guerre d'indépendance, Hoban émigra en Amérique, s'installant d'abord à Philadelphie avant de rejoindre Charleston. Dans ce port prospère de Caroline du Sud, il se fit un nom, concevant et bâtissant des demeures pour de riches clients, démontrant sa maîtrise du style appris en Irlande. En 1792, alors qu'il était à Philadelphie pour affaires, il entendit parler du concours. Son expérience faisait de lui un candidat idéal. Il comprenait les proportions classiques, savait exécuter les plans en pierre ou en briques, et surtout, il avait construit des structures d'envergure, n'étant pas seulement un dessinateur. Son projet victorieux s'inspirait largement de Leinster House, à Dublin, la résidence du duc de Leinster. On y retrouve un plan rectangulaire similaire, la même façade géorgienne, les mêmes proportions. Mais Hoban n'a pas copié, il a adapté ce modèle aux circonstances et aux objectifs américains. Le bâtiment comptait 3 niveaux. Le rez-de-chaussée abriterait les services et les espaces utilitaires. L'étage principal, accessible par un grand escalier, contiendrait les grandes salles de réception. L'étage supérieur serait dévolu au quartier privé de la famille présidentielle. Une séparation verticale claire entre les fonctions publiques et privées. La façade suivait les principes géorgiens. Symétrie, entrée centrale soulignée d'un portique classique, et une ornementation contenue, privilégiant la proportion sur la décoration. La grandeur était atteinte par l'échelle, non par l'ornement. Une approche qui convenait autant aux ressources disponibles qu'à l'éthique républicaine. À l'intérieur, Hoban prévoyait de vastes espaces, dont un grand hall d'entrée traversant. De là, on accéderait à la future East Room, la plus grande pièce de la maison, conçue pour les rassemblements publics, ainsi qu'à la salle à manger d'État pour les dîners officiels. Le dessin était aussi pratique que symbolique. Le plan rectangulaire permettait une construction par étapes si nécessaire, et le style utilisait des techniques familières. Les matériaux spécifiés, la pierre pour les murs extérieurs, le bois pour la structure intérieure, étaient disponibles dans la région. Après sa victoire, James Hoban fut nommé surintendant de la construction. Il allait superviser l'ensemble du processus de la préparation du site aux finitions. Washington, cependant, voyait plus grand que le projet initial de Hoban. L'architecte modifia ses plans, augmentant les dimensions globales tout en conservant les principes de base. Le bâtiment n'en serait que plus impressionnant, mais aussi plus cher et plus long à construire. Les choix de Hoban allaient influencer des générations d'architectes. Le style géorgien, les proportions classiques, l'accent mis sur la symétrie, tout cela devint un standard pour l'architecture gouvernementale américaine. La vision de Hoban, son adaptation de l'architecture irlandaise aux idéaux américains, allait définir ce bâtiment pour les siècles à venir. La construction de la maison du président débuta officiellement le 13 octobre 1792. La première pierre fut posée lors d'une cérémonie marquant le début des opérations. La date n'avait pas été choisie au hasard. C'était l'anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques, reliant le nouvel édifice au thème de la découverte et de la fondation. La cérémonie fut, dit-on, modeste. Le président Washington était présent, aux côtés des commissaires. Quant à la pierre angulaire elle-même, son emplacement exact s'est perdu dans l'histoire.
Les tentatives ultérieures pour la localiser lors de rénovations se sont toutes révélées infructueuses. Avant que la maçonnerie ne puisse commencer, le site exigea une préparation colossale. Il fallut niveler le terrain, gérer le drainage pour éviter que l'eau n'envahisse les fondations et défricher la végétation. Un travail laborieux qui précéda l'élévation des murs. Les fondations furent bâties en pierre. Des fondations substantielles, conçues pour supporter le poids de l'édifice et empêcher tout affaissement. C'était une étape critique. Et Auban la supervisa avec une attention méticuleuse. La pierre des murs extérieurs provenait des carrières d'Aquia Creek, en Virginie, à une 60aine de kilomètres du site. C'était un grès relativement tendre, facile à sculpter, mais suffisamment durable. Sa couleur chaude, légèrement ocre, caractérisait le bâtiment avant qu'il ne soit, bien plus tard, peint en blanc. Acheminer ces tonnes de pierre représentait un défi logistique majeur. La pierre voyageait par voie d'eau autant que possible, sur des barges. Depuis le Potomac, il fallait ensuite la décharger et l'acheminer sur le chantier. Chaque bloc était une masse inerte, et déplacer de telles quantités exigeait une organisation rigoureuse et une main-d'œuvre considérable. La pierre arrivait sous forme de blocs bruts. Sur place, les tailleurs de pierre les façonnaient aux dimensions précises. C'était un travail d'expert, exigeant des artisans formés pour obtenir les surfaces lisses requises par la façade. La main-d'œuvre qui se rassemblait sur le chantier était un microcosme de la jeune nation, diverse par ses compétences et tragiquement divisée par son statut juridique. Les artisans qualifiés, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, étaient essentiels. Beaucoup étaient des hommes libres, souvent des immigrants formés en Europe. Ils percevaient un salaire et pouvaient, en théorie, quitter le projet, bien que les opportunités d'emploi alternatives dans cette capitale à peine ébauchée fussent rares. Mais cette main-d'œuvre qualifiée ne suffisait pas à l'ampleur de la tâche. Le projet employait également une foule de manœuvres pour les tâches moins nobles, creuser, transporter, mélanger le mortier. Certains de ces ouvriers étaient libres et payés à la journée. D'autres étaient des esclaves, loués par leurs propriétaires ou appartenant directement aux entrepreneurs du chantier. L'utilisation de la main-d'œuvre asservie sur la maison du président est documentée dans les registres de paix. Le gouvernement fédéral payait les propriétaires d'esclaves pour le temps de leurs travailleurs. L'argent allait aux maîtres, jamais aux individus qui accomplissèrent le travail. Un arrangement courant pour l'époque, mais qui heurte notre compréhension moderne de la construction du plus symbolique des édifices américains. Les premiers travaux avançaient avec une lenteur calculée. Les fondations prirent des mois. Les murs de grès s'élevaient progressivement, bloc après bloc. Le travail était éreintant et dangereux. Les échafaudages étaient rudimentaires, parfois instables. Les blessures étaient fréquentes, bien que peu documentées. La météo dictait le rythme. Les pluies abondantes interrompaient les travaux en extérieur. Le froid hivernal rendait certaines tâches impossibles. L'été, la chaleur humide du Potomac était oppressive. Pour les hommes qui effectuèrent ce travail physique harassant, les conditions étaient éprouvantes, quelle que soit la saison. Les progrès étaient visibles, mais lents. À la fin de 1793, les fondations étaient en grande partie achevées et les murs commençaient à monter. En 1794, les murs extérieurs prenèrent forme, mais des années de labeur restaient à venir avant que le bâtiment ne soit habitable. Qui étaient ces hommes ? Le noyau dur était composé d'artisans qualifiés, souvent des immigrants de Grande-Bretagne ou d'Irlande. Ils apportaient leur savoir-faire européen et leur registre de paie attestent de salaires bien supérieurs à ceux des manœuvres. Mais la compétence n'était pas l'apanage des hommes libres. Des esclaves, formés comme charpentiers, maçons ou forgerons, travaillaient sur le chantier, aux côtés des artisans libres. La distinction n'était pas celle du talent, mais celle du droit. Le labeur de l'artisan esclave enrichissait son maître, non lui-même. Le travail de force, lui, était fourni en énorme quantité par des ouvriers asservis, loués par le gouvernement fédéral à leurs propriétaires. Les propriétaires signaient des contrats, fournissaient les hommes et percevaient le paiement ainsi que la nourriture et le gîte. Les travailleurs eux-mêmes ne recevaient rien. Les registres de paie conservés aux archives nationales documentent ces arrangements. Ils listent les paiements faits aux propriétaires, précisant le nombre d'esclaves fournis. Ce que ces registres ne fournissent presque jamais,
Ce sont les noms des individus. Dans les documents officiels, ils n'existaient que comme des lignes comptables. Quelques noms ont été retrouvés, mais la plupart demeurent anonymes. Les conditions de travail étaient exténuantes pour tous. Le danger était constant, les outils rudimentaires, la protection contre les éléments, minimale. Les travailleurs libres pouvaient théoriquement démissionner. Les travailleurs esclaves n'avaient pas ce choix. Sur le chantier, hommes libres et esclaves travaillaient côte à côte. Les hiérarchies sociales étaient complexes, basées à la fois sur la compétence et le statut légal. L'utilisation d'esclaves pour un projet fédéral était alors considérée comme normale. Le district avait été taillé dans le Maryland et la Virginie, deux États esclavagistes. Les commissaires utilisaient les systèmes de travail à leur disposition. Aujourd'hui, la tension est palpable. La maison du président, devenue la Maison Blanche, est un puissant symbole de démocratie et de liberté. Le fait que des esclaves aient aidé à la construire crée une contradiction inconfortable. C'est un fait historique qui ne doit être ni ignoré ni instrumentalisé, mais reconnu comme faisant partie de la réalité complexe de la naissance des États-Unis. La main-d'œuvre qui a érigé cet édifice comprenait donc des immigrants libres en quête d'opportunités, des artisans qualifiés pratiquant leur métier et des hommes asservis, contraints au travail sans compensation ni choix. Tous ont contribué à élever le bâtiment. Seuls les premiers en furent récompensés. Le labeur de ces deux groupes, libres et asservis, rendit le bâtiment possible. Les murs extérieurs de la maison du président s'élevèrent, pierre par pierre, entre 1793 et 1797. Ce ne fut pas une simple construction. Ce fut une chorégraphie logistique complexe, orchestrant l'extraction, le transport, la taille et la pose de la pierre. Tout commençait à 60 km de là, dans les carrières d'Akia Creek, en Virginie. Là, des ouvriers extrayaient les blocs de grès. Un travail dangereux, exigeant une connaissance intime de la roche pour identifier les lignes de fracture et fendre les blocs sans les briser. Ces masses brutes étaient dégrossies sur place pour réduire leur poids, puis entamaient un long périple. D'abord par barge, sur les voies navigables jusqu'au Potomac. Puis, déchargés, ils étaient hissés sur des chariots tirés par des bœufs ou des chevaux, progressant avec une lenteur exaspérante sur des routes souvent à peine tracées. Arrivés au chantier, les blocs passaient entre les mains des tailleurs de pierre. Avec patience, au marteau et au ciseau, ils donnaient à chaque pierre sa forme précise, sa surface lisse destinée à la façade. Venait ensuite l'élévation et la pose. Si les premiers niveaux étaient gérables, l'ascension des murs nécessita bientôt des échafaudages. L'équipement de levage était rudimentaire. Des grues en bois, des cordes et des poulies. Chaque bloc était tissé dans un effort coordonné, où la moindre erreur pouvait être fatale. Les maçons liaient ensuite les pierres avec un mortier de chaux et de sable, vérifiant sans cesse l'aplomb et le niveau. Tandis que la façade de grès s'élevait, les murs intérieurs, eux, étaient montés en briques, un matériau moins coûteux. Le chantier vivait au rythme des saisons. La pluie interrompait la pose du mortier, le gel menaçait de le faire éclater. L'été, la chaleur était écrasante. Malgré tout, en 1796, la silhouette du bâtiment devenait enfin reconnaissable. Mais la structure n'était ni étanche ni habitable. Parfois, le grès tendre d'Aquila s'érodait avant même la fin des travaux, obligeant à des réparations imprévues. La sécurité était une préoccupation constante sur ces échafaudages basiques, sous ces lourdes charges suspendues. Au cœur de cet effort se trouvaient des hommes dont l'histoire est souvent restée dans l'ombre. Parmi les travailleurs asservis, il n'y avait pas que des manœuvres. Il y avait des artisans hautement qualifiés. Charpentiers, maçons, tailleurs de pierre, forgerons, leurs contributions étaient essentielles. Un charpentier esclave, formé à ce métier très recherché, réalisait les mêmes tâches qu'un charpentier libre. Il façonnait les charpentes complexes, posait les planchers, construisait les escaliers. Son habileté était identique. La différence, fondamentale, était que son salaire revenait intégralement à son propriétaire. Les archives sont frustrantes. Les registres de paie mentionnent les paiements aux propriétaires pour la location de nègres, listant parfois 3 charpentiers nègres ou 5 manœuvres. Ces documents, reflets de leur statut légal d'alors, les réduisaient à une simple comptabilité, effaçant leur identité individuelle de l'histoire qu'ils étaient en train de bâtir. Pour ces artisans asservis, les conditions de travail différaient de celles des simples manœuvres.
Bien que tous fussent en servitude, l'ouvrier qualifié était parfois traité avec un peu plus d'égard. La raison n'était pas humanitaire, elle était purement économique. Un artisan compétent blessé représentait une perte financière bien plus grande pour son propriétaire. Certains jouissaient même d'une relative autonomie. Un charpentier ou un maçon expérimenté pouvait recevoir ses instructions et les exécuter avec une supervision minimale. Cette indépendance, toute relative et révocable à chaque instant, représentait une infime mesure de contrôle sur leur quotidien, un luxe refusé aux autres. Sur le chantier, la relation entre artisans libres et esclaves était d'une complexité abyssale. Ils effectuèrent un travail similaire, devaient se coordonner. Un maçon libre et un maçon esclave bâtissant le même mur devaient coopérer. Mais leur statut juridique créait une inégalité fondamentale qui viciait chaque interaction. Pour ajouter à la complexité, certains artisans libres amenaient sur le site les esclaves qu'ils possédaient eux-mêmes, travaillant côte à côte. Les compétences acquises offraient une voie bien mince vers la liberté. L'espoir de racheter sa propre vie était une tâche presque insurmontable. La plupart restaient en servitude, quel que soit leur talent. Leur formation, parfois semblable à un apprentissage, ne servait qu'à augmenter la valeur marchande de leurs propriétaires. Leur contribution à la maison du président fut pourtant substantielle, essentielle. Sans leur labeur, le projet aurait été plus long, plus coûteux, voire impossible, compte tenu des pénuries de main-d'œuvre de l'époque. Des efforts récents, notamment ceux de la White House Historical Association, s'attachent à retrouver leur nom, à documenter leur rôle. Des plaques commémoratives reconnaissent aujourd'hui que des esclaves ont aidé à bâtir cette structure. Cette reconnaissance, si elle ne peut effacer l'injustice historique, leur redonne une place dans le récit. C'est là que réside la contradiction fondatrice des jeunes États-Unis. Un bâtiment destiné à abriter le président d'une nation fondée sur la liberté et l'égalité, érigé en partie par des hommes et des femmes privés de cette même liberté. Un paradoxe qui caractérisait une grande partie du développement américain de l'époque. Si les murs extérieurs portaient l'empreinte de ce labeur douloureux, l'agencement intérieur, lui, reflétait la vision de James Hoban en matière d'ordre social et de fonction. Son plan créait une division nette entre espaces publics et privés répartis sur 3 niveaux. Une organisation qui répondait à la fois à des besoins fonctionnels et à des objectifs symboliques. La maison devait abriter une famille, mais aussi servir de théâtre au pouvoir. Le rez-de-chaussée, partiellement en contrebas, abritait le domaine des services. Cuisine, réserve, zone de travail des domestiques. Cet agencement maintenait les fonctions ancillaires à l'abri des regards, permettant un service efficace mais invisible dans les espaces de réception. L'étage principal, auquel on accédait par de grands escaliers, était le cœur public de la résidence. C'était l'étage de la représentation, au plafond délibérément plus haut pour accentuer la majesté des lieux. À l'extrémité est se trouvait la East Room, conçue comme la plus vaste pièce de la maison, destinée aux réceptions et aux grands rassemblements. À ses côtés, ce qui deviendrait le salon vert, le salon bleu et le salon rouge, des espaces plus intimes, permettant aux invités de circuler d'une ambiance à l'autre. À l'opposé, la salle à manger d'État, conçue pour les dîners officiels. Entre ces pièces majeures, des bureaux et des salons de réunion. Le deuxième étage était sanctuarisé. C'était le domaine privé de la famille présidentielle. Chambres, salons familiaux. La séparation avec l'étage public était cruciale, fonctionnellement et symboliquement. Enfin, le troisième étage, sous les combles, offrait des chambres supplémentaires et des espaces de rangement, souvent dévolus aux domestiques ou aux invités de moindre rang. Le style intérieur de Hoban suivait les principes géorgiens. Symétrie, proportions classiques et ornementation sobre. L'ensemble était articulé par le grand hall central, véritable colonne vertébrale assurant la circulation. Cet espace fonctionnait comme une rotule, distribuant les accès aux pièces principales, mais il était plus qu'un simple passage. Par sa largeur et sa hauteur, il constituait un espace d'apparat à part entière, donnant le ton des salles de réception. Les détails intérieurs incluaient des éléments classiques, colonnes, pilastres, moulures décoratives, manteaux de cheminée sculptés. Le niveau d'ornementation variait selon l'importance de la pièce. Les espaces les plus publics reçurent, logiquement, les finitions les plus raffinées. La structure interne du bâtiment reposait sur une ossature en bois, typique de l'époque. Poutres, solives, charpentes.
Tout était en bois provenant des forêts de la région. Cette ossature, choix pragmatique lors de la construction, se révélerait être le talon d'Achille du bâtiment lors de la guerre de 1814. Les murs de refend, épais, faits de briques ou de plâtre sur latis, assuraient le soutien structurel mais aussi une précieuse séparation acoustique. Les cheminées, essentielles pour le chauffage, étaient omniprésentes. Les fenêtres, suivant la cadence régulière du style géorgien, étaient délibérément plus hautes à l'étage principal, soulignant le concept de piano nobile, l'étage noble. Les finitions, plâtrerie, boiserie, peinture, allaient prendre des années. Il existait un fossé considérable entre l'achèvement structurel et l'achèvement esthétique. Une réalité qui allait durement frapper les premiers occupants. En novembre 1800, le président John Adams fut le premier à prendre possession des lieux. Le bâtiment était très loin d'être terminé. Après 8 ans de travaux, Adams et son épouse Abigail s'installèrent au milieu de ce qui était en réalité un chantier toujours en activité. Le déménagement n'était pas dicté par l'état du bâtiment, mais par les impératifs du calendrier politique qui forçait le transfert du gouvernement de Philadelphie. De l'extérieur, la maison faisait illusion. Les murs de pierre se dressaient, le toit était posé, les huisseries installées. La structure semblait achevée, grandiose, telle que Hoban l'avait conçue. Mais l'intérieur révélait une toute autre histoire. De nombreuses pièces n'avaient pas encore reçu leur plâtre. La East Room, la plus majestueuse de la maison, n'était qu'une coque vide, aux murs nus. C'est là qu'Abigail Adams, dans une scène devenue célèbre, étendait sa lessive pour la faire sécher. C'était le seul usage pratique que l'on pouvait trouver à cet énorme espace caverneux durant ce premier hiver. L'escalier principal était praticable, mais dépouillé de ses rampes et finitions. À l'étage, quelques chambres étaient tout juste habitables. Le chauffage était un problème critique, la maison était gigantesque, la plupart des cheminées n'étaient pas encore fonctionnelles ou tirèrent mal. Le peu d'âtre en service peinait à tempérer cet espace glacial et humide. Dans ses lettres, Abigail Adams décrira cette précarité et l'inconfort de cette résidence palatiale, nous laissant un témoignage inestimable de ses débuts chaotiques. Dans ses lettres, Abigail Adams brossa un portrait sans concession de leur installation. Elle y décrivait le froid glacial, les courants d'air, les pièces nues et l'absence criante de mobilier. Son ton était critique, même si elle comprenait qu'ils étaient des pionniers, essuyant les plâtres d'un édifice qui n'était tout simplement pas prêt. Le budget fédéral pour l'ameublement était dérisoire. Quelques pièces avaient été déménagées de l'ancienne résidence de Philadelphie, mais elles se perdaient dans l'immensité des salles. La plupart des chambres restaient désespérément vides. La maison semblait caverneuse, inhospitalière. Dehors, le spectacle n'était guère meilleur. Les jardins n'existaient pas. Le site restait un chantier jonché de matériaux et d'outils. Les chemins d'accès n'étaient que des pistes de terre, boueuses par temps de pluie, poussiéreuses par temps sec. La vision grandiose de Hoban n'était qu'une lointaine promesse. Les quartiers du personnel, au rez-de-chaussée, étaient à peine fonctionnels. L'organisation de la maisonnée durant ce premier hiver fut, dit-on, un chaos permanent. Malgré ces conditions précaires, Adams tenta d'y remplir ses fonctions officielles. Il recevait des visiteurs, mais toute réception d'envergure était impensable. Son mandat s'acheva en mars 1801. Battu par Thomas Jefferson, Adams quitta Washington précipitamment. Il n'aura occupé la résidence présidentielle que 4 mois. Un séjour bref et profondément insatisfaisant. Mais Adams et son épouse avaient prouvé que le bâtiment était techniquement habitable. Ils furent les premiers à mesurer le gouffre entre l'ambition d'un plan et sa réalité concrète. Pendant leur court séjour, la présidence et le chantier durent coexister, les ouvriers continuant leur ouvrage sous le même toit que le commandant en chef. Cette expérience avait fixé les conditions minimales d'occupation. Une étanchéité basique, quelques pièces chauffées. Les occupants suivants hériteraient d'une demeure plus achevée. En mars 1801, Thomas Jefferson devint le 3e président et le second à occuper la maison. Jefferson, qui avait lui-même soumis un projet lors du concours, avait des opinions très arrêtées en matière d'architecture. Lorsqu'il prit possession des lieux, il constata que l'œuvre était loin d'être terminée. Les finitions intérieures, à peine commencées sous Adams, progressaient avec une lenteur exaspérante. Jefferson prit une part active à l'achèvement des travaux, mais il n'allait pas se contenter de finir le plan de Hoban.
Il allait y imprimer sa propre marque. L'une des contributions architecturales les plus significatives de Jefferson fut le développement des terrasses Est et Ouest. Si le plan original de Auburn avait esquissé la possibilité d'ailes subsidiaires, Jefferson saisit cette idée pour l'amplifier et la formaliser. Ces terrasses, s'étendant depuis le corps principal, remplissaient de multiples fonctions. Elles offraient des passages couverts reliant la résidence aux bâtiments de service. Elles créaient un espace crucial pour le stockage et les dépendances. Mais surtout, elles amélioraient la composition visuelle de l'édifice, étirant ses lignes horizontales et l'ancrant plus harmonieusement dans le paysage environnant. Leur conception, avec des colonnades classiques, trahissait la passion de Jefferson pour l'architecture. C'était une référence directe aux précédents romains et italiens, un savoir que le président avait puisé lors de ses voyages en Europe et de son étude des ruines antiques. Jefferson s'attela également à l'achèvement des intérieurs. La East Room, laissée à l'état de coque vide sous Adams, reçut enfin ses plâtres et sa peinture, bien qu'elle restât chichement meublée. Les autres pièces furent terminées et meublées progressivement. Au cours de ses 8 années de présidence, la maison devint enfin complète et fonctionnelle. Les terrains, eux aussi, reçurent son attention. Fervent adepte de l'aménagement paysager, Jefferson voulait que la résidence soit sise dans un écrin approprié. Il supervisa la plantation d'arbres et le traçage des premiers sentiers. Lentement, les abords de la maison cessèrent d'être un chantier pour devenir un parc. Le président philosophe modifia même certains espaces pour ses propres passions. Féru d'histoire naturelle, il entretenait de vastes collections de spécimens, de cartes et d'instruments scientifiques. Des pièces furent donc adaptées pour loger ces collections et lui servir de cabinet de travail. La fonctionnalité du bâtiment s'en trouva grandement améliorée. Les problèmes de chauffage, ce fléau qui avait tourmenté les Adams, furent en partie résolus par l'achèvement des cheminées. La maison devenait enfin plus confortable et plus vivable. Les idéaux démocratiques de Jefferson influencèrent également la manière dont il occupa les lieux. On rapporte qu'il était mal à l'aise avec l'étiquette et la formalité excessive. L'échelle grandiose de la demeure entrait en tension directe avec sa philosophie politique. Il navigua cette contradiction en utilisant ses espaces d'apparat de manière plus informelle que ses successeurs ne le feraient. Pendant sa présidence, la capitale elle-même commençait à émerger. La maison du président n'était plus une structure isolée dans un terrain vague. Des bâtiments apparaissaient. L'avenue de Pennsylvanie devenait une artère reconnaissable. La ville rêvée par l'enfant et Washington commençait à prendre forme. La résidence bénéficia de ce développement avec un meilleur accès et une main-d'œuvre de proximité pour les travaux qui se poursuivaient. Lorsque Jefferson quitta ses fonctions en 1809, il laissait une demeure substantiellement plus achevée. Les intérieurs étaient finis, les terrasses avaient ajouté une grâce fonctionnelle, les jardins étaient dessinés. L'édifice de Auburn était plus proche de sa réalisation, mais le mandat de Jefferson avait aussi prouvé une chose. La maison du président ne serait jamais un monument figé. Le plan de Auburn n'était qu'un cadre. Le bâtiment était destiné à évoluer en permanence, chaque président y apportant des modifications dictées par les besoins, les goûts et les circonstances. La guerre de 1812. Les Britanniques mettent le feu à la maison du président. Le 24 août 1814. Une date d'infamie pour la jeune capitale. Les forces britanniques entrent dans Washington et mettent méthodiquement le feu aux bâtiments du gouvernement, y compris la maison du président. Cet acte s'inscrit dans le drame de la guerre de 1812, ce conflit qui oppose les États-Unis à la Grande-Bretagne. Mais ce n'est pas un acte de guerre aveugle. C'est une vengeance, une rétorsion calculée pour l'incendie par les Américains des bâtiments gouvernementaux à York, la capitale du Haut-Canada, l'année précédente. Le président James Madison et son administration avaient été prévenus de l'avancée britannique. Mais la tentative de défense de Washington s'est soldée par un désastre à la bataille de Bladensburg ce même 24 août. La défaite laisse la ville sans protection. Madison et son cabinet s'enfuient. La première dame, Dolly Madison, reste plus longtemps. Ses actions durant ces dernières heures entreront dans la légende. Elle supervise le sauvetage de documents cruciaux, dont des copies de la Déclaration d'indépendance. Elle ordonne aussi de sauver le grand portrait en pied de George Washington, peint par Gilbert Stuart, qui trône dans la salle à manger d'État. La toile est trop grande pour être décrochée à temps. On doit briser le cadre pour arracher le canevas et l'emporter.
Ce que Dolly Madison a sauvé n'était pas que de simples objets de valeur. C'étaient les symboles de la continuité et de l'histoire de la nation. Sa détermination, face à l'ennemi imminent, fut une démonstration de courage personnel et d'une profonde compréhension de l'enjeu. Ce même portrait de Washington est toujours accroché à la Maison-Blanche aujourd'hui. Après son évacuation, les troupes britanniques pénètrent dans la résidence. Les récits de l'époque suggèrent qu'ils trouvèrent la table encore dressée pour le dîner, la nourriture et le vin servi. Les officiers se seraient attablés et auraient dévoré le repas avant de commencer leur œuvre de destruction. Un détail, qu'il soit parfaitement exact ou légèrement embelli par la suite, qui ancre le récit de la violation. Les Britanniques allumèrent des feux dans plusieurs pièces, utilisant des matériaux combustibles pour s'assurer que l'incendie soit total. La structure intérieure en bois, plancher, poutres, charpente de toit, s'embrasa avec une intensité terrifiante. La chaleur fut telle qu'elle fit éclater la pierre en certains endroits. Le mobilier, les finitions, tout ce qui était combustible fut consumé. Mais les murs extérieurs en grès, eux, survécurent. La pierre ne brûle pas. Noircis par la fumée, fissurés par l'enfer thermique, ils restaient debout. Leur survie sera l'élément crucial de la reconstruction. La destruction s'étendit aux terrasses que Jefferson avait fait construire. Les autres symboles du pouvoir furent aussi méthodiquement visés cette nuit-là. Le Capitole fut incendié, détruisant les chambres de la Chambre des représentants et du Sénat. Le bâtiment du Trésor et celui du département de la guerre partirent également en fumée. C'était une attaque visant à humilier l'État américain. La lueur des incendies, dit-on, était visible à des kilomètres. Puis, le 25 août, un élément inattendu intervint. Un orage d'une violence extrême, accompagné de pluies torrentielles et, selon certains témoignages, d'une tornade, s'abattit sur la ville. La pluie aida à éteindre les flammes qui, autrement, auraient tout consumé. La tempête convainquit également les commandants britanniques de se retirer, craignant d'être coupés de leur ligne par un rassemblement des forces américaines. Leur départ laissa derrière eux une ville en ruine. La maison du président n'était plus qu'une coquille calcinée. La capitale de la jeune nation avait été frappée et sévèrement endommagée. Au-delà de la destruction matérielle, l'impact psychologique et symbolique était immense. Lorsque le président Madison et les officiels revinrent à Washington, ils ne purent que constater l'étendue du désastre. La maison du président était inhabitable. Les Madison durent s'installer dans des quartiers temporaires, d'abord à la Octagon House, puis en d'autres lieux. Une question se posa alors immédiatement, une question existentielle. Fallait-il reconstruire ou abandonner Washington comme capitale ? Des voix s'élevèrent pour suggérer un retour à Philadelphie ou vers un autre centre urbain déjà établi. La décision de rester et de reconstruire à Washington fut un choix politique majeur. C'était une preuve de détermination. Reconstruire la résidence présidentielle devint à la fois une nécessité pratique et un acte symbolique. Restaurer le bâtiment revenait à démontrer que les États-Unis ne seraient ni vaincus ni intimidés par l'action britannique. James Hoban, l'architecte d'origine, fut rappelé. Resté à Washington, où il avait travaillé sur d'autres projets, sa connaissance intime de la structure originelle faisait de lui le choix logique. Sa mission, reconstruire son propre chef-d'œuvre en s'appuyant sur les murs extérieurs qui avaient tenu bon. Pendant le reste de l'année 1814 et jusqu'en 1815, la maison ne fut qu'une ruine calcinée, sa structure par endroits instable. Il fallait évaluer ce qui pouvait être sauvé. Ce délai, s'il permit une planification minutieuse de la reconstruction, prolongea aussi la présence de cette cicatrice béante, rappel visible et quotidien de l'attaque britannique. L'incendie fut un traumatisme, une défaite symbolique autant que matérielle. Mais la décision de reconstruire au même endroit et selon le même plan fut la manifestation d'une résilience et d'une détermination farouche. La maison du président allait renaître de ses cendres. La reconstruction débuta sérieusement en 1815. James Hoban reprit la direction des travaux, s'appuyant sur les murs de grès survivants pour reconstruire tout le reste. Le projet allait durer environ 3 ans. La maison redeviendrait habitable à la fin de l'année 1817. La première étape fut une évaluation précise des dégâts. Les murs extérieurs étaient debout mais noircis par la fumée et fissurés par la chaleur. Certaines pierres devaient être remplacées. D'autres pouvaient être restaurées et réutilisées.
Les fondations étaient intactes, mais à l'intérieur, tout avait disparu. L'ossature en bois, les planchers, les escaliers. Tout ce qui était combustible avait été consumé. Il fallait recréer l'intérieur depuis le sol. Ce fut l'occasion d'apporter quelques améliorations, tirées de l'expérience du premier bâtiment, mais le concept de base de Auban fut scrupuleusement respecté. Le financement vint du Congrès, par tranches successives. Bien que significatif, le coût restait inférieur à celui d'une construction ex nihilo grâce à la survie des murs. La main-d'œuvre était un mélange d'anciens ouvriers qui avaient bâti la structure originelle et de nouveaux artisans. Les mêmes défis logistiques réapparurent. Trouver les matériaux, les transporter, organiser le travail. La pierre nécessaire aux réparations provint, de nouveau, des carrières d'Akia Creek. Un défi s'ajoutait. Les nouveaux blocs devaient être parfaitement assortis aux anciens, en couleur comme en texture, exigeant une sélection méticuleuse à la carrière même. Les tailleurs de pierre qui façonnèrent les blocs de remplacement eurent une tâche délicate. Ils devaient non seulement égaler la pierre d'origine, mais aussi en imiter la taille et le caractère afin que les réparations se fondent invisiblement dans le tissu ancien. À l'intérieur, la structure fut entièrement refaite en bois, suivant le plan initial, mais en y intégrant cette fois quelques améliorations techniques discrètes, apprises au fil du temps. Une fois l'ossature posée, les plâtriers entrèrent en scène. Un travail méticuleux fut nécessaire pour recréer les finitions d'apparat, les moulures décoratives complexes et les ornements de plafond qui donnaient aux pièces de réception leur caractère. Auban lui-même profita de cette reconstruction pour apporter des raffinements. Il améliora les systèmes mécaniques et l'agencement de certaines pièces, corrigeant les problèmes identifiés lors de la première décennie d'utilisation, sans jamais altérer fondamentalement son dessin d'origine. Après le déblaiement des tonnes de débris calcinés, le chantier progressa avec une rapidité remarquable. Le toit fut posé, rendant l'édifice étanche. Les fenêtres furent installées. Les murs intérieurs redéfinirent les espaces. Le bâtiment retrouvait sa forme, mais tout à l'intérieur était neuf. Le travail se poursuivit sans relâche en 1815, 1816 et 1817. À la fin de cette année-là, la maison du président était suffisamment achevée pour être occupée. Le président James Monroe et sa famille s'y installèrent, bien que les finitions se soient poursuivies en 1818. La reconstruction fut une réussite éclatante. Un bâtiment dont la construction avait nécessité 8 ans fut reconstruit en à peine 3 ans. Cet exploit ne fut possible que parce que les murs extérieurs en grès avaient survécu à l'incendie. Sans ce squelette, le coût et les délais auraient été infiniment plus élevés. La maison du président était donc la même, mais entièrement nouvelle. Sa reconstruction réussie fut une démonstration de la détermination américaine. L'attaque britannique avait endommagé la capitale, mais ne l'avait pas détruite. La volonté de reconstruire symbolisait la résilience nationale. Mais pourquoi blanche? Le nom et la peinture. La maison du président n'a pas toujours été blanche. Elle fut construite avec le grès d'Aquia Creek, dont la couleur naturelle est un ocre clair ou un brun pâle. C'est l'incendie de 1814 qui allait tout changer. Le feu avait laissé les murs extérieurs structurellement sains, mais esthétiquement dévastés. Le grès était noirci par la suie, décoloré et marqué par l'intense chaleur. Les murs n'exigeaient pas seulement une réparation structurelle. Leur surface même portait les stigmates de l'incendie. Il fallait un traitement d'apparat. À cette époque, badigeonner ou peindre les bâtiments en pierre n'était pas une pratique rare. Elle répondait à plusieurs objectifs. Elle protégeait la pierre de l'érosion, elle créait une apparence uniforme, masquant les variations de couleur ou de qualité de la pierre, et elle donnait un aspect fini que la pierre brute, surtout lorsqu'elle avait été endommagée, ne pouvait offrir. La décision de peindre la maison du président en blanc fut avant tout d'ordre pratique. La peinture était le moyen le plus efficace de couvrir les taches de suie et la décoloration laissée par le feu. Elle créait une surface nette, propre et homogène. De plus, la peinture blanche à la chaux ou à base de plomb était relativement bon marché et largement disponible. Mais au-delà du pragmatisme, la couleur portait une charge symbolique évidente. Le blanc suggérait la fraîcheur, la pureté et surtout le renouveau après la destruction. L'application eut lieu durant ou peu après la reconstruction, entre 1815 et 1817. Les sources varient sur le moment exact, mais ce fut partie intégrante de la restauration.
la transformation fut immédiate et saisissante. Le bâtiment, qui avait toujours eu la couleur ocre-brun du grès naturel, devint la structure d'un blanc éclatant qui allait dès lors définir son apparence. La peinture utilisée était une peinture à base de plomb, le standard de l'époque. Elle était réputée pour sa durabilité et son excellent pouvoir couvrant. La toxicité du plomb, elle, était largement méconnue. Ce matériau continuerait d'être appliqué pendant des décennies. Maintenir cette blancheur immaculée, cependant, devint une obligation. La météo de Washington, avec ses étés humides et ses hivers changeants, dégradait rapidement la peinture. L'édifice devait être repeint tous les quelques années pour conserver son apparence. Cet entretien régulier devint une pratique courante, une nouvelle couche de peinture venant régulièrement raviver l'éclat du bâtiment. Quant au nom, la Maison Blanche, il mit des décennies à s'imposer. Officiellement, au début du XIXe siècle, on parlait de la Maison du Président ou du manoir exécutif. Le surnom Maison Blanche, bien que purement descriptif et direct, n'apparut que progressivement dans la correspondance et les journaux, peut-être dès les années 1810 ou 1820, mais il ne fut pas universellement adopté avant bien plus longtemps. Le bâtiment était donc peint en blanc, mais son nom officiel demeurait la Maison du Président. Le nom Maison Blanche, lui, s'est immiscé dans l'usage populaire. C'était un surnom descriptif, simple, mémorable. Il permettait de distinguer la résidence du Capitole ou des autres bâtiments gouvernementaux. Et il s'est imposé, s'est ancré dans le langage courant, dans les journaux et la correspondance bien avant que les documents officiels ne daignent l'adopter. Il faudra attendre 1901 pour que Theodore Roosevelt adopte officiellement la Maison Blanche comme la désignation de la résidence. Cette décision, inscrivant le nom sur la papeterie officielle et dans les communications de la présidence, mit fin à la coexistence des différentes appellations. Ce fut une adoption formelle qui survenait plus de 80 ans après que le bâtiment eut reçu sa première couche de peinture blanche. La transformation fut donc à la fois physique et nominale. La peinture blanche, initialement, fut-elle un acte purement esthétique ou une nécessité ? Les récits historiques divergent légèrement. Certains soutiennent qu'elle fut appliquée pour masquer les dégâts irréparables de l'incendie, ces cicatrices et ces taches de suie que la pierre portait. D'autres notent que le badigeonnage des bâtiments en pierre était une pratique courante à l'époque, indépendamment de tout dommage. La vérité se situe probablement à la croisée des deux. L'incendie a rendu le traitement de la pierre hautement souhaitable, voire nécessaire. Le choix du blanc fut alors un choix logique, qui avait des précédents et qui portait une symbolique puissante. Celle d'une apparence propre, fraîche, celle d'un renouveau. Depuis cette reconstruction de 1815 à 1817, cette apparence blanche a été maintenue avec une constance religieuse. Chaque président depuis James Monroe a occupé un bâtiment blanc. La couleur est devenue si consubstantielle à la structure que le nom Maison Blanche fonctionne désormais comme une synecdoque. La partie désigne le tout. On ne parle plus seulement du bâtiment, mais de la présidence elle-même, de l'exécutif américain dans son ensemble. Une décision initialement pratique et esthétique, qui eut des conséquences définitives. C'est ainsi que le nom informel, issu de la couleur, finit par supplanter la désignation officielle. Un choix pratique, dicté par la reconstruction, devint une signature permanente. La maison du président s'était métamorphosée en Maison Blanche, par la force de la peinture, du temps et de l'usage populaire. Mais la reconstruction de 1817 n'était pas un point final. L'édifice était un organisme vivant. Tout au long du XIXe siècle, la Maison Blanche a continué d'évoluer. Si la structure magistrale de Auban restait le cœur de la résidence, chaque président y a greffé des modifications et des améliorations techniques, adaptant le bâtiment aux besoins changeants de la nation. L'ajout architectural le plus spectaculaire et le plus attendu eut lieu dans les années 1820. Il ne s'agissait pas d'une altération, mais d'un achèvement. En 1824, sous la présidence de James Monroe, le portique sud, semi-circulaire et majestueux, fut ajouté, offrant une vue impériale sur les jardins. 5 ans plus tard, en 1829, sous Andrew Jackson, ce fut au tour du portique nord. Cette colonnade iconique, l'entrée d'apparat faisant face à Pennsylvania Avenue, fut enfin érigée. Ces deux éléments cruciaux figuraient dans les plans originaux de James Auban, mais n'avaient pu être construits ni lors de la phase initiale, ni lors de la reconstruction hâtive. Leur ajout paracheva enfin la vision de l'architecte.
Le portique nord créait une séquence d'entrée d'une dignité républicaine. Le portique sud offrait un accès abrité et élégant au jardin. L'esthétique néoclassique du bâtiment était désormais complète. À l'intérieur, les transformations étaient constantes, mais plus discrètes. La flexibilité des espaces conçus par Aubane permettait des adaptations perpétuelles. Les présidents successifs redécorèrent les salons, changeaient le mobilier, réassignaient les fonctions des pièces selon leur goût et les besoins de leur administration. Mais la véritable révolution se faisait plus discrète. La technologie commençait à s'immiscer dans les murs. L'eau courante et des systèmes de plomberie améliorés furent progressivement installés, remplaçant les aménagements rudimentaires d'origine. L'installation de cabinets de toilettes intérieures améliora radicalement la salubrité et le confort, marquant l'entrée de la résidence dans une nouvelle ère. Ces améliorations se firent par étapes, au rythme des innovations du siècle. La lumière elle-même fut une révolution. Dans les années 1840, l'éclairage au gaz fut installé, supplantant les bougies et les lampes à huile. Le système exigeait un réseau de conduites et de luminaires dans tout le bâtiment, mais il offrit un éclairage puissant et fiable, transformant les réceptions nocturnes et le travail durant les sombres mois d'hiver. Puis, le gaz fut à son tour éclipsé par l'électricité. La Maison-Blanche fut électrifiée dans les années 1890 sous la présidence de Benjamin Harrison. L'installation des câbles et des ampoules fut graduelle. La légende rapporte que la famille présidentielle était initialement si intimidée par cette force nouvelle qu'elle n'osait pas actionner les interrupteurs. Le confort thermique suivit. Le chauffage par cheminée, qui avait tant fait souffrir les Adams, fut d'abord complémenté, puis progressivement remplacé par des systèmes de chauffage central, nécessitant des équipements mécaniques installés au sous-sol. À l'extérieur, les terrains se métamorphosèrent. Les jardins furent dessinés et plantés. Le paysage fut sculpté en composition délibérée, cessant d'être un simple espace vide autour du bâtiment. Plusieurs premières dames s'investirent personnellement dans cet aménagement, y laissant l'empreinte de leur goût, mais le siècle apporta également des ombres. La Maison-Blanche, à l'origine, était un lieu remarquablement accessible, ses espaces publics ouverts aux visiteurs avec un minimum de restrictions. Toutefois, les préoccupations sécuritaires, exacerbées par les assassinats présidentiels, commencèrent à s'imposer. L'accès devint plus contrôlé. Des portails, des clôtures et des postes de garde furent ajoutés, modifiant l'équilibre entre ouverture démocratique et protection. Enfin, une nouvelle pression interne celle-ci se faisait sentir. L'expansion rapide du gouvernement fédéral et le fardeau administratif croissant de la présidence créaient un besoin critique de plus d'espace de bureau. La Maison-Blanche n'avait jamais été conçue comme un centre administratif. C'était une résidence. Mais la charge de la présidence, elle, ne cessait de croître. Le gouvernement fédéral se dilatait, et avec lui, le besoin d'espace de bureau. Inévitablement, cette fonction exécutive commença à empiéter sur le caractère résidentiel. Des pièces intérieures furent réaménagées en bureaux, créant une tension palpable entre la demeure privée et le centre névralgique du pouvoir. À l'aube du XXe siècle, la Maison-Blanche portait les marques du temps. La structure, reconstruite après l'incendie de 1814, avait enduré plus de 80 années d'occupation continue. L'usure était désormais visible à l'œil nu. Les systèmes de chauffage, de plomberie et d'éclairage, autrefois révolutionnaires, étaient vieillissants, parfois obsolètes. Il devenait évident qu'une rénovation d'envergure serait bientôt inévitable pour traiter les problèmes structurels et fonctionnels accumulés. Rétrospectivement, le XIXe siècle tout entier n'avait été qu'une longue adaptation du plan de Aubane. La Maison-Blanche de 1900 était, sans aucun doute, l'édifice que l'architecte irlandais avait conçu. Mais elle avait été profondément, substantiellement transformée par des décennies d'usage, d'ajout et de modernisation. Mais si l'édifice était célébré, ceux qui l'avaient bâti de leurs mains étaient, eux, tombés dans l'oubli. Pendant la majeure partie de l'histoire américaine, la contribution des travailleurs asservis à la construction de la Maison-Blanche ne reçut aucune reconnaissance formelle. Le récit historique se concentrait sur les présidents qui l'occupaient, sur l'architecte qui l'avait dessiné, sur son rôle de symbole. Les ouvriers, et plus particulièrement les ouvriers esclaves, furent effacés du tableau, anonymes, jamais mentionnés. Ce silence assourdissant ne commença à se fissurer qu'à la fin du XXe siècle. Une nouvelle génération d'historiens se pencha sur le rôle de l'esclavage dans la construction de Washington et des infrastructures de la jeune nation.
En plongeant dans les archives, en exhumant les registres de construction et les grands livres de paix, ils révélèrent l'ampleur stupéfiante de la main-d'œuvre asservie sur les chantiers fédéraux, et au premier chef, celui de la maison du président. Ce travail de documentation fut une œuvre de patience, une quête minutieuse, car pendant des générations, les archives sont restées obstinément muettes. Elles ne listaient pas des hommes, mais des chiffres, pas des noms, mais la propriété de tel ou tel maître. Il a fallu aux historiens recouper les sources, éplucher les registres de paiement faits aux propriétaires, pour enfin, pièce par pièce, reconstituer qui ils étaient. La White House Historical Association en particulier a été le fer de lance de cette recherche. Elle a financé les travaux académiques pour aller au-delà d'une reconnaissance générale, pour retrouver des noms précis, et des noms ont été retrouvés. Des individus identifiés par leur nom, leur métier et parfois même les tâches spécifiques qu'ils ont accomplies. Ce n'est, bien sûr, qu'une fraction du nombre total. Mais chaque nom arraché à l'oubli est une histoire qui peut enfin être racontée. Une contribution qui peut être reconnue. Aujourd'hui, la Maison-Blanche elle-même a intégré cette part de son histoire. Les visites guidées, les programmes éducatifs et les communications publiques abordent le sujet directement. L'objectif est de présenter une vérité historique précise, sans jamais verser dans le sensationnalisme, ni dans la minimisation de cette réalité. Cette reconnaissance est aussi devenue physique. En 2017, l'Association pour l'étude de la vie et de l'histoire afro-américaine a fait ériger une plaque commémorative, reconnaissant formellement la contribution des travailleurs esclaves à la construction de la Maison-Blanche. Cette plaque commémorative offre une reconnaissance publique tangible sur le lieu même où ce labeur s'est déroulé. Le National Park Service, qui participe à l'entretien des jardins, a lui aussi intégré ce récit dans ses programmes d'interprétation. Les guides qui commentent l'histoire de la Maison-Blanche incluent désormais systématiquement des informations sur la diversité de la main-d'œuvre qui l'a érigée, y compris les travailleurs asservis. Cette inclusion marque une évolution profonde dans la manière dont les sites historiques américains présentent leur passé, même lorsque celui-ci est complexe et inconfortable. Dans le même temps, la recherche académique se poursuit. Les universitaires continuent d'examiner les archives, de découvrir de nouveaux documents et de recouper les informations pour brosser un tableau plus complet de ces chantiers et des conditions de travail qui y régnaient. Cet effort de reconnaissance s'inscrit dans une confrontation nationale plus large avec le rôle de l'esclavage dans l'histoire américaine. La Maison-Blanche, de par sa charge symbolique, représente à la fois un défi et une opportunité unique. Reconnaître qu'elle fut bâtie par des esclaves oblige à regarder en face les contradictions les plus douloureuses, celles nichées au cœur même de la fondation de l'Amérique. L'édifice était destiné à abriter les présidents d'une nation fondée sur la liberté et l'égalité. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes, privés de liberté et traités en propriété, qui ont aidé à le construire. Ce paradoxe n'est pas unique à la Maison-Blanche. Il caractérise une grande partie du développement des premiers États-Unis. Des bâtiments fédéraux, des infrastructures, des institutions entières ont été construits en partie par le travail forcé, alors même que la nation proclamait des principes universels de liberté. La reconnaissance moderne ne peut, bien sûr, effacer l'injustice historique, mais elle peut garantir que cette histoire ne soit ni oubliée, ni minimisée. Les travailleurs esclaves qui ont aidé à bâtir la Maison-Blanche étaient des individus réels, dotés de compétences, de vie et de famille. Leur contribution fut essentielle. Leurs histoires, pour autant qu'elles puissent être retrouvées, méritent d'être racontées. L'héritage de la construction de la Maison-Blanche est donc d'une complexité indéniable. Le bâtiment représente la démocratie américaine et la tradition présidentielle. Il représente aussi, simultanément, les compromis avec l'esclavage qui furent scellés dans les fondations mêmes de la nation. Ces deux aspects sont, l'un comme l'autre, historiquement vrais. Comprendre l'histoire complète de cet édifice exige d'embrasser ces deux vérités. Les visiteurs qui pénètrent aujourd'hui à la Maison-Blanche entrent dans un lieu chargé de plus de 2 siècles d'histoire. Une structure qui a abrité tous les présidents depuis John Adams. Elle a été le théâtre de décisions cruciales, d'événements historiques et des innombrables rouages quotidiens du gouvernement américain. Mais elle se dresse aussi comme le rappel physique que les idéaux fondateurs de la nation et ses réalités fondatrices n'ont pas toujours été alignés. La recherche continue sur la contribution des travailleurs asservis et la reconnaissance publique croissante de cette histoire représentent un progrès vers une compréhension historique enfin complète.
Le récit de la Maison-Blanche n'est pas seulement celui des présidents et des architectes, il est aussi celui de cette main-d'œuvre diverse, libre et esclave dont le labeur a rendu le bâtiment possible. Raconter cette histoire dans son intégralité, c'est servir la vérité historique et honorer tous ceux qui y ont contribué. Aujourd'hui, la Maison-Blanche est l'un des bâtiments les plus reconnus au monde. La façade néoclassique, les colonnes d'un blanc éclatant, les jardins méticuleusement entretenus, tout concourt à créer une image de stabilité, de tradition et de gouvernance démocratique. Mais l'histoire de la Maison-Blanche ne commence pas avec des présidents ou des cérémonies. Elle commence par un chantier, par un édifice s'extirpant péniblement d'un sol marécageux le long du Potomac, au prix d'années d'un labeur harassant. 8 années se sont écoulées entre la pose de la première pierre et l'arrivée de son premier occupant. Le travail fut exigeant, dangereux, difficile. Le bâtiment que nous voyons aujourd'hui est le fruit de milliers d'heures d'efforts humains. Cet effort provenait de sources multiples. Des artisans libres, forts d'un savoir-faire appris en Amérique ou en Europe, des immigrants cherchant une opportunité dans la nouvelle capitale, et des travailleurs esclaves, contraints au travail sans choix ni compensation, qui fournirent une main-d'œuvre essentielle. Tous ont contribué à élever cette structure. Le bâtiment existe grâce à leur travail, qu'ils l'aient accompli librement ou sous la contrainte. Le dessin de James Hoban a fourni le cadre, une structure géorgienne adaptée aux ambitions d'une république. Ce dessin incarnait un équilibre subtil, un équilibre délibérément politique. Il fallait créer un édifice suffisamment impressionnant pour représenter la nation, mais sans jamais suggérer la grandeur d'une monarchie. La survie du bâtiment à l'incendie de 1814 et sa reconstruction immédiate devinrent une démonstration de résilience. La décision de reconstruire, plutôt que de délocaliser la capitale, fut un acte fondateur en soi. La demeure restaurée, désormais peinte en blanc, émergea de la destruction pour devenir la structure que nous connaissons. L'incendie et la Renaissance font autant partie de son histoire que sa construction initiale. Depuis, la Maison-Blanche n'a jamais cessé d'évoluer. Les portiques lui ont donné son caractère achevé. Les révolutions technologiques ont transformé son fonctionnement. Les modifications intérieures l'ont adapté aux besoins changeants. La structure de Hoban a été touchée par chaque époque, chacune y laissant son empreinte, tout en respectant le cadre originel. Le sens même du bâtiment a évolué. D'abord simple maison du président, elle est devenue la Maison-Blanche, un nom désormais officiel et universel, une synecdoque désignant le pouvoir exécutif américain tout entier. Comprendre l'histoire complète de la Maison-Blanche, c'est en accepter la complexité et les contradictions. Le bâtiment incarne les idéaux démocratiques. Il fut aussi en partie construit par des esclaves. C'est un fait qui complique son symbolisme. Ces deux aspects sont historiquement vrais. Une histoire complète se doit d'embrasser cette complexité. Les efforts modernes pour reconnaître la contribution des travailleurs asservis sont un travail historique essentiel. La recherche continue de retrouver des noms, de documenter des contributions individuelles. Ce travail sert la vérité et honore ceux dont le labeur, longtemps ignoré, fut indispensable. Pour le visiteur contemporain, la Maison-Blanche est un lieu triple. C'est un musée, un symbole et une résidence de travail. Ces fonctions coexistent, parfois en tension. Le bâtiment continuera d'évoluer, s'adaptant aux technologies futures et aux occupants à venir, tout en conservant son lien avec ses origines. Cette continuité dans le changement est peut-être son héritage le plus puissant. Un bâtiment conçu à la fin du XVIIIe siècle sert toujours son objectif premier, plus de 2 siècles plus tard. Cette longévité remarquable témoigne de la qualité du dessin de James Hoban et du savoir-faire de tous ceux qui l'ont bâti. Le bâtiment offre une connexion tangible au passé. Les murs de pierre qui se dressent aujourd'hui incluent des blocs extraits et taillés dans les années 1790. Les pièces où les présidents actuels travaillent et vivent sont les mêmes espaces que Hoban a dessinés. La Maison-Blanche assure une continuité physique à travers l'histoire américaine, une structure qui a été le témoin et le siège de plus de 200 ans de gouvernance présidentielle.